Bon, mesdames, messieurs, chers collègues, je vous propose de débuter sans attendre. Et c'est notre collègue Isabelle Pasteur qui fait l'appel. Alors, Rémi Détang. Présent. Isabelle Pasteur. Moulet-Gélal. Présent. Catherine Gauzy. Présent. Philippe Schmitt. Présent. Sandrine Mutin. Présent. Mario Luchin. Présent. Patricia Bonneau. Valentin Niaourou. Kéra Bouziane Laroussi. Kamaï Souvan-Nazi. Annette Malaclay. Odile Lours, excusez, pouvoir à Sandrine Mutin. Saturnin Aounou. Denis Ruet, excusez, pouvoir à Saturnin Aounou. Evelyne Prioni. Céline Froiduro. Sylvain Boulogne. Véronique Bachelard. Sophie Pantier. Moussa Bamba, excusez, pouvoir à Kamaï Souvan-Nazi. Noélie Bengeli, excusez, pouvoir à Patricia Bonneau. Joseph Thomas. Naïma Comblonge, excusez, pouvoir à Sébastien Canquer. Benoît Milot. Virginie Dos Santos, excusez, pouvoir à Benoît Milot. Sébastien Canquer. Raymond Minguet. Lucia Sassilotti. Le quorum étant atteint, nous pouvons valablement délibérer. Merci. Et comme les séances précédentes, compte tenu de la situation de la crise sanitaire, je vous propose, en application de l'article L2121-18 du Code général des collectivités locales, de siéger lors de cette séance à huis clos. Et pour cela, je vais vous demander votre avis, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Monsieur Canquer. Oui, monsieur le maire, nous souhaiterions pouvoir prendre la parole avant que ne débute le conseil municipal. Alors, je voudrais reprendre la parole avant votre intervention pour des sujets qui sont d'ordre général, si vous voulez bien. Et je voudrais avoir une pensée pour notre collègue Jean-Claude Girard, maire de Ouge, dont vous avez vu dans le bien public aujourd'hui qu'il a été sauvagement agressé à coups de barre de fer dans le cadre de sa mission d'élu, puisqu'il faisait, j'oserais dire, le simple reproche à un conducteur de quad qu'il roulait sur un lieu où il n'avait pas à rouler et qu'il roulait à une vitesse excessive. Ce même personnage a commencé à insulter, évidemment, et puis il est allé chercher, comme il était très courageux, ses amis, copains et que sais-je, et donc une bagarre a éclaté où le maire d'Ouge a été sauvagement, je l'ai dit, agressé. C'est absolument inacceptable, et pour tout cela, en votre nom, je lui propose et je lui souhaite, en tout cas, tous mes vœux de réconfort, bien sûr, et de meilleure santé, puisqu'il a été blessé. Je voudrais également intervenir pour vous dire que j'ai eu une vidéo en vidéovision, le maire de Koulikoro et le maire de Bousse, donc nos partenaires du jumelage. Évidemment, vous avez vu depuis qu'au Mali, la situation nationale est plus que troublée, elle est voire inquiétante. Néanmoins, c'était samedi, donc c'était avant effectivement que le président de la République soit emmené et démis de ses missions par des militaires. Le maire de Koulikoro nous a fait part d'une situation Covid à Koulikoro qui est plutôt acceptable. Il y a très peu de cas. La pandémie a touché peu la ville malienne. De nombreux projets sont en cours. Un centre de formation est en construction. Et nous allons évidemment, nous continuons, même à travers ces mois de pandémie, puisque les technologies nous permettent de converser et de continuer à travailler. Et nous travaillons évidemment sur les projets menés dans le cadre du jumelage. Et puis le maire de Bousse, puisque nous étions avec également nos amis allemands, nous a dit une situation à Bousse qui est pas très éloignée de celle de Quetigny, avec une vaccination qui
qui ne va pas aussi vite, évidemment, qu'il le souhaiterait. Et puis, à Bous, plusieurs cas de Covid ont été recensés dernièrement, ce qui montre effectivement que plus que jamais, il faut être prudent. Voilà ce que je voulais vous dire, en tout cas, vous faire part des amitiés de nos amis maliens et allemands. Et puis, j'aurais, puisque plusieurs personnes sont absentes ce soir, avoir une pensée, un salut fraternel pour Odile Lours, qui a eu un souci de santé important ce week-end et qui, évidemment, l'empêche d'être présente. Et puis, une pensée pour notre amie Noélie également, qui, alors elle, c'est pour une raison tout à fait heureuse, puisque vous le savez, elle attend un bébé et avec son mari, elle accueillera effectivement un bébé dans les semaines qui viennent et bien sûr que nos vœux, nos souhaits l'accompagnent et nous pouvons comprendre évidemment qu'elle ne puisse être là ce soir compte tenu de sa maternité. Voilà rapidement ce que je souhaitais vous faire part pour ce soir. Monsieur Quinquer avait demandé la parole, je lui cède. Oui, merci Monsieur le maire. Monsieur le maire, nous vous avions transmis un vœu très important pour les habitants de Quetigny, un vœu sur lequel nous aurions voulu en débattre ce soir tous ensemble. Seulement, comme vous pouvez le constater, ce vœu n'apparaît pas sur l'ordre du jour. Tout simplement pourquoi ? Parce que, monsieur le maire, vous vous êtes réfugié derrière le règlement du conseil municipal et en l'occurrence derrière l'article 6 qui stipule que nous devons, nous, élus d'opposition, transmettre nos vœux au moins 10 jours avant le conseil municipal. Donc, en d'autres termes, ça voulait dire que nous avions jusqu'au samedi 15 à 20h30, 15 mai à 20h30, et je doute fort, bien heureusement, qu'il n'y ait personne pour traiter ce vœu avant le lundi suivant, date à laquelle nous vous l'avions transmis. Et pourtant, ce vœu est très important et très utile pour les habitants, puisqu'il demandait des moyens supplémentaires pour lutter contre la délinquance, pour lutter contre les violences et que subit en ce moment notre commune. De plus, vous aviez pris déjà quelques légèretés, pourtant, avec quelques libertés avec le règlement, puisque vous nous avez déjà retiré un droit que nous avions obtenu légalement quelques mois auparavant. Et puis, lors du dernier conseil municipal, d'ailleurs, vous-même, vous aviez fait la remarque, nous avons délibéré, à votre demande aussi, puisque vous l'aviez autorisé, délibéré sur un vœu qui avait pourtant rien à voir avec les affaires de notre commune. Alors, pourquoi ne pas avoir accepté ce vœu ? En tous les cas, les habitants de Quetigny, eux, feront leur propre opinion. Les habitants de Quetigny, par contre, n'attendront pas le mois prochain et le prochain conseil municipal pour que nous délibérions dessus. Eux, ce qu'ils veulent, ce sont des actes. Ils veulent des actions concrètes et efficaces. Ils veulent qu'on les écoute. Et nous, les élus donc d'éthique et l'ensemble du groupe éthique, eh bien, je veux qu'ils sachent que nous sommes à leur écoute. Nous serons toujours là pour porter leur parole. Et puis, ils doivent aussi connaître le fond de notre vœu. Ils doivent aussi savoir pourquoi celui-ci a été refusé. Et nous mettrons tout en œuvre pour qu'ils en soient informés. Et d'ailleurs, on va commencer dès ce soir en transmettant donc à nos deux correspondants qui sont juste derrière nous, de presse, le contenu du vœu. D'accord. Et puis, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à venir nous voir à la fin du conseil municipal. Alors, Monsieur Quinquer, peut-être plusieurs précisions, effectivement. Je ne vous ai rien retiré. La démocratie, c'est de voter. Et effectivement, nous avons voté un règlement que je vous rappelle peut-être que vous avez voté. Et je ne fais qu'appliquer le règlement. C'est pas une interprétation, c'est un règlement. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous refaire l'histoire des comptes rendus qui a provoqué tant d'interrogations, de questions et de doutes, voire on revient au règlement, et le règlement, c'est l'acte qui nous permet effectivement un fonctionnement, on applique le règlement, il n'y a pas d'interprétation, point final. Par rapport à
à ce souci des Quétinois. J'entends effectivement vos préoccupations et il se trouve que nous avons les mêmes. Et le souci que vous avez, je dirais que nous n'avons pas attendu effectivement aujourd'hui pour faire une déclaration. Nous y travaillons depuis longtemps. Il y a par exemple quelques semaines, pas tellement de semaines, j'ai envoyé avec mes collègues d'Ouge, justement, de Satapo, Chevigny, au ministre de l'Intérieur, une lettre où nous lui demandons de rester en zone gendarmerie, par exemple. Parce que nous pensons qu'effectivement, en zone gendarmerie, avec la gendarmerie, nous travaillons sur du plus long terme. La semaine dernière, j'ai signé une convention qui s'appelle la CALAS. Et cette convention a un but d'engagement mutuel entre l'État, la ville de Quetigny, pour renforcer encore davantage le travail collectif. Le travail collectif qui est produit en CLSPD. D'ailleurs, si vous êtes un peu informé, vous devriez savoir qu'à l'échelle de l'agglomération et un peu plus au-delà, notre CLSPD qui est portée par notre collègue Isabelle Pasteur, entre autres, mais à laquelle participent d'autres adjoints, en tout cas est reconnue comme étant effectivement une séance qui travaille bien, qui travaille dans la durée, parce que les incivilités, tous les problèmes, les maux, effectivement, que nous ne nions pas, que les Quétinois subissent, eh bien, nous y travaillons. Nous n'y travaillons pas pour faire un coup d'éclat, pour faire un coup politique, mais nous y travaillons au quotidien. Cette CALAS, elle va permettre de travailler, je l'ai dit, avec les autorités. On retrouve le maire, bien sûr, signataire, monsieur le préfet, qui serait Fabien Sudry, le procureur, monsieur Éric Matet, et puis le général Édouard Hubscher pour la gendarmerie. Et d'ailleurs, il se trouve, alors j'ai pas attendu votre vœu pour y aller, excusez-moi, je ne vous demanderai pas l'autorisation, mais il se trouve que demain, avec Isabelle, nous allons voir le général Hubscher, justement, pour parler, pour peut-être améliorer certaines procédures, et parce que, effectivement, le quotidien des Quétinois nous intéresse. J'ai sollicité le procureur Matet également, avant qu'il parte d'ailleurs. Je ne connais pas sa remplaçante, mais pour autant, nous travaillons effectivement avec monsieur le procureur depuis longtemps, en parfaite confiance. Les habitants de Quetigny, nous les rencontrons. Nous les rencontrons dans leurs difficultés, mais aussi nous les rencontrons et elles nous disent le bien qu'elles pensent des actions que nous avons pu faire, par exemple. Et je vois, il n'y a pas, vraiment, sincèrement, je pourrais vous donner les coordonnées de cette dame qui est venue nous dire effectivement le bienfait de l'intervention. Des enquêtes ont été ouvertes récemment. Donc la gendarmerie y travaille, c'est le rôle de la gendarmerie. Et des travaux d'aménagement, vous l'avez vu, dans le parc du Grand Chénier, par exemple, sont engagés. Et le parc du Grand Chénier, qui est le théâtre depuis quelque temps, effectivement, d'incivilités provoquées par de jeunes ados. Alors, nous ne nions pas non plus le triptyque prévention, répression, sanction. La prévention, c'est nos éducateurs. Je vous rappelle que nous en avons engagé 2 et ils travaillent. Ils vont à la rencontre de ces jeunes. Les résultats ne sont pas forcément immédiats, mais en tout cas, il y a une vraie réalité de terrain. Et puis, lorsque la prévention et la répression est passée, effectivement, nous demandons des sanctions, et des sanctions les plus sévères. Et nous rappelons aussi, un peu à l'image de cette maman que vous avez pu voir ce week-end lors de la marche jaune, puisque sa fille a été assassinée par un jeune de 14 ans, où elle rappelait le rôle des parents. Effectivement, nous aussi, ça fait longtemps que nous rappelons le rôle éducatif des parents. Voilà, ne croyez pas que rien ne se fait. Beaucoup de choses se font, sont engagées, et votre vœu, s'il était arrivé dans les délais, nous l'aurions vu aujourd'hui, mais le fait de ne pas le voir aujourd'hui ne bloquera pas effectivement toutes les actions engagées par la ville de Quetigny. Donc je vous propose de
passer à l'ordre du jour, puisque ce vœu n'est pas à l'ordre du jour, et il le sera le mois prochain, bien sûr. Le premier rapport, c'est l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 6 avril, et vous aviez évidemment rectifié que c'est bien 2021 et pas 2020. Sur ce rapport, avez-vous des remarques, des questions? Madame Sassilotti. Oui, bonjour Monsieur le maire. Nous ne voterons pas en faveur de l'approbation de ce compte-rendu pour les raisons évoquées au précédent conseil municipal. Et nous réitérons notre demande concernant la mise en place d'un sommaire pour les vidéos du conseil municipal. Donc, si possible, permettre aux habitants de pouvoir accéder directement aux points qui les intéressent en détaillant dans le sommaire ou dans le menu de la page YouTube de la ville le sommaire de tout le conseil municipal. Oui, vous nous l'aviez signalé, ça sera fait. Très bien, merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc 6 abstentions, et donc le compte rendu, évidemment, est adopté. Rapport numéro 2, installation d'un nouveau conseiller municipal. Par courrier en date du 27 avril dernier, Madame Claire Van Vosthuize a fait part de sa démission de son mandat de conseillère municipale. Madame Van Vosthuize, que je salue pour le travail qu'elle a engagé au sein de notre équipe majoritaire, et puis du travail qu'elle a engagé également dans le cadre du fonds Lassus, où elle a travaillé sur la valorisation de ce fonds. Et d'ailleurs, nul doute qu'elle va continuer, que nous pourrons lire ses publications dans d'autres documents qui ne seront pas forcément municipaux, mais en tout cas. Et donc, nous devons remplacer Madame Claire Van Vosthuize. Et aussi, je vous demande de bien vouloir prendre acte de la nomination de Madame Céline Froiduro dans ses nouvelles fonctions de conseillère municipale. Madame Céline Froiduro, que je salue et qui travaille avec nous aussi depuis un peu plus d'1 an maintenant. Avez-vous des questions, des remarques? Il n'y en a pas, je soumets à votre approbation. Oui, Céline, pardon. À volontiers. C'est une conseillère municipale bien accueillie. J'y compte bien. Oui, je serai rapide, hein, mais néanmoins, pour moi, le moment est quand même important. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, c'est bien évidemment avec enthousiasme et également beaucoup de fierté que je deviens aujourd'hui officiellement conseillère municipale de Quetigny, rejoignant ainsi la majorité de la liste Quetigny Demain. Rémi, tu sais pouvoir compter sur mon engagement et la force de mes convictions pour participer activement à la réalisation de notre programme en me mettant au service des Quetignoises et Quetignois. Et pour introduire la délibération suivante, je souhaite pouvoir rejoindre la commission sport pour travailler aux côtés de Valentin et de mes collègues élus au projet sportif de notre commune, qui est un des engagements phares de notre programme, ainsi qu'à la commission culture qui, avec Sandrine et les élus qui la composent, bien évidemment, doit notamment porter la construction du projet culturel autour du 3e lieu et s'approprier la place centrale Roger Raymond, fraîchement rénovée et véritable cœur de notre ville, pour en faire un lieu de vie, mais aussi, pourquoi pas, d'envie culturelle. Merci de votre accueil. Merci pour tes propos et sois bien la bienvenue parmi nous. Je soumets maintenant à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir. Donc, tu es accueilli à l'unanimité et je te remercie. Et chers collègues également. Il nous faut donc modifier les commissions municipales, puisque vous vous rappelez, chers collègues, que le 9 juin 2020, nous avons formé 8 commissions municipales, dont je ne vous lis pas la liste. Chacune de ces commissions comprend, outre le maire, président de droit, 9 membres, sauf les commissions sport et action éducative, qui comprennent aujourd'hui 10 membres.
Donc, suite à la démission de Madame Claire Van Vosthuize et à l'arrivée de Céline Froidureau dans ses fonctions de conseillère municipale, je vous propose d'adopter la nouvelle composition de ces commissions municipales. Avez-vous des questions? Oui, Monsieur Quinquer. Juste, il me semble que Madame Van Vosthuize était aussi conseillère déléguée de la municipalité à l'école des Huches et suppléante au collège. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été prévu de ce côté-là pour le changement de personnes? Alors, c'est effectivement prévu, effectivement. Mais elle était conseillère déléguée, elle allait aux Huches. Oui, mais c'est Annette, la remplaçante au collège. Et c'est Madame Malaclé qui va au collège. D'accord, donc Madame... Et pour les Huches, aujourd'hui, c'est Monsieur Gélal. Oui, c'était prévu. Ouais. Ouais. Voilà, vous comprendrez que la majorité est peut-être la mieux à même de porter les projets de la majorité. Mais comme je le répète, comme vous aviez fait une intervention pour faire partie ou pour aller représenter la ville dans les commissions. Voilà, fort de ces échanges, j'ai fait adopter. Hein. Non, pas encore. Donc, par rapport à la modification des commissions municipales, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopter à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 4, c'est la médiathèque 3e lieu, avec l'adoption de l'avant-projet définitif et l'enveloppe financière prévisionnelle et les sollicitations des subventions. Et c'est Madame Pasteur qui nous le présente. Alors oui, juste pour rappel, donc les grandes étapes de mise en œuvre de ce projet. Donc en septembre 2018, nous avons adopté le projet culturel, scientifique, éducatif et social. En avril 2019, on nous a présenté donc le programme de réalisation de l'équipement par syllabe. En mai 2019, nous avons adopté donc une délibération pour le programme de l'opération et le montant prévisionnel. Nous avons également ouvert une autorisation de programme donc à hauteur de 5 541 000 TTC, donc qui seront étalés de 2019 à 2023. Et nous avons approuvé également la promesse synalagmatique de vente en l'état futur d'achèvement. Donc, dans le prolongement de ces décisions précitées et au regard de l'état d'avancement de l'opération, donc les études d'avant-projet définitifs, ce qu'on appelle les APD, sont désormais finalisées et sont donc jointes en annexe 1 de la délibération. Donc ça, je vous laisse prendre connaissance du détail donc de ce qu'on retrouvera dans les APD. Nous avons également établi le coût prévisionnel des travaux, donc qui est arrêté à 2 457 273 € hors taxes. Et bien évidemment, l'enveloppe totale de l'opération reste inchangée à 5,5 millions d'euros TTC. Donc ce soir, il vous est proposé donc d'adopter l'avant-projet définitif de l'opération de construction, d'arrêter le coût prévisionnel des travaux donc à 2 457 273 € hors taxes, d'arrêter les modalités de financement, de solliciter l'ensemble des subventions et d'autoriser Monsieur le maire donc à signer tout acte et document pour intervenir sur l'application de ces décisions. Et juste en complément, vous donner la bonne nouvelle que les travaux donc, de cette médiathèque 3e lieu vont pouvoir démarrer durant l'été. Effectivement, c'est un dossier que nous portons depuis plusieurs années, maintenant on peut le dire, et il est important de voir la réalisation concrète. Et Sandrine a demandé la parole, et je lui donne bien volontiers. Merci Rémi. Je voudrais dire un petit mot concernant la médiathèque. Nous pouvons nous réjouir que par l'acte que nous allons poser ce soir, nous formalisons le passage d'un état de projet à la réalité de la parenthèse, un haut lieu de la traduction de notre politique culturelle à Quetigny. Fidèle à notre ADN, nous avons concerté, consulté, associé les compagnies, les associations locales et la population pour faire de cet espace un lieu de vie, de croisement ouvert sur la ville, en plein cœur de notre commune. Cette médiathèque va pouvoir offrir à tout l'Est dijonnais une diversité de documents, de supports, d'animations diverses, dignes d'un établissement de lecture publique de qualité. La ludothèque, le Fab Lab
et les autres associations y auront toute leur place à côté des services municipaux. Une salle d'animation polyvalente de 100 personnes permettra aux artistes de proposer des diffusions lors des séances de contes ou spectacles de théâtre par exemple. En tant qu'adjointe à l'action culturelle, je ne peux qu'être fière que cet établissement se trouve sur la commune de Quetigny, qui a toujours soutenu et favorisé la culture sous toutes ses formes. Comme le précisait Isabelle tout de suite, les premiers travaux de terrassement commenceront à partir du mois de juillet et nous serons tous heureux de pénétrer dans cet établissement à partir du premier trimestre 2024 normalement. Et je voulais remercier également les services techniques, Adeline Mathieu en particulier, pour tout ce qu'elle a fait pour la médiathèque, ainsi que les services culturels et de la bibliothèque. Merci. Merci Sandrine, tu as raison de saluer le travail des services de la ville de Quetigny. S'il n'y a pas d'autres interventions, Monsieur Quinquer. J'en ai pas pour long. Ça fait déjà un moment qu'on parle effectivement de cette médiathèque, notamment en commission. Par contre, j'ai peut-être besoin qu'on me rafraîchisse la mémoire. Je me rappelle pas avoir vu une commission, alors que ce point est quand même très important pour les habitants de Quetigny, et nous parlons quand même de 5,5 millions d'euros. Nous n'avons pas eu de commission préparant donc justement ce point, ni en finance, ni en culture, ni au niveau du patrimoine, alors que l'article 29 relatant donc au sujet des réunions de commissions municipales, sauf décision contraire du maire, notamment en cas d'urgence, toute affaire soumise au conseil municipal doit être préalablement étudiée par une commission. Donc c'est bien ce que je disais en prélude, on fait un peu ce qu'on veut, quand on veut, avec le règlement intérieur du conseil municipal. Alors, comme vous suivez effectivement très bien les commissions, et Madame Pasteur va vous répondre, elle va vous dire que le montant global n'a pas changé. Oui, enfin, ça je vous l'avais déjà signalé. Effectivement, là, ce soir, au niveau des finances, on fait juste une demande de subvention. On ne revoit pas le programme de l'opération, on ne change pas le montant de l'opération. Donc pour le coup, au terme des finances, il n'y avait pas lieu de faire une commission spécifique pour cette demande de subvention. Voilà, en tout cas, pour ma part, au niveau des finances. Qui a été faite au conseil départemental, non ? Pardon ? Est-ce que la demande de subvention, enfin une des demandes de subvention a été faite au conseil départemental ? Non, cette demande de subvention, là, aujourd'hui, c'est un dossier qui va être envoyé au niveau de la DRAC. D'accord. Et on pourra délibérer pour d'autres demandes de subvention, mais en temps venu, et effectivement, c'est bien prévu qu'on fasse une demande de subvention au niveau du conseil départemental, entre autres. Qui a été faite. Et le département va... Alors nous sommes aux prémices, au début, mais sans nul doute va nous accompagner. Monsieur Maguet avait demandé la parole. Oui, j'ai un peu de mal à m'y retrouver dans les chiffres des dépenses. Parce que dans la notice, aussi bien que dans le plan de financement prévisionnel et le financement attendu au titre de la subvention. Donc vous nous donnez le chiffre de 2 457 000 hors taxes de dépenses pour travaux. Alors si je lis la notice que vous nous avez envoyée, la notice d'estimative prévisionnelle pro, après les demandes complémentaires hors programme intégré, on trouve un chiffre de 2 074 917 hors taxes, donc près de 400 000 euros de différence. Alors, je suppose que c'est les autres dépenses que vous mettez dans l'estimation du coût de l'opération. Donc, vous avez donc l'aménagement intérieur 2 798 000, dont les études 341 000 et dont travaux et autres dépenses 2 457 000. Sauf que dans la fiche que vous nous donnez, la fiche note estimative prévisionnelle, on trouve un total de 2 074 000 hors taxes. Ça fait une grosse différence. Alors moi, j'aimerais bien que cette différence, vous nous dites un peu à quoi elle correspond. Tout suivi, mais enfin, si vous reprenez l'annexe qui était jointe à la notice,
Donc, ce qu'on appelle les aménagements intérieurs, c'est une enveloppe de 2 798 939. D'accord ? Dans cette enveloppe, on retrouve effectivement des études à 341 666 et des travaux et autres dépenses pour 2 457 273. D'accord ? Oui. Ensuite, l'assiette subventionnable, c'est bien les aménagements, donc l'aménagement intérieur de 2 798 939, auquel on rajoute le déménagement des collections, c'est-à-dire 50 000. Donc l'assiette subventionnable, c'est bien sûr 2 848 939. Attendez, vous rajoutez quoi, là? Si vous prenez la fiche, là. Oui, j'ai bien vu. Voilà. Mais... Vous avez en gras ce qu'on appelle la ligne aménagement intérieur. Oui. Qui est à 2 798 939. Oui. Le petit b. Ensuite, on met dont aménagement des collections 50 000. Donc c'est à rajouter. Et qui vous fait le total, donc quand on vous retrouve l'assiette subventionnable, c'est 2 848 939. Donc le B plus le C. Je comprends pas ce qu'il dit. Non, je ne sais pas si on se comprend bien, mais moi j'aimerais bien que la différence entre les 2 74 000 que vous nous donnez dans le montant total hors taxe après les demandes complémentaires, donc ça c'est à la fiche projet 6 notice estimative prévisionnelle pro, j'aimerais bien qu'entre ce chiffre qui est hors taxe et qui est sous le libellé estimation prévisionnelle des travaux et le 2 457 000 que vous nous donnez dans le tableau que vous venez de citer, j'aimerais bien comprendre cette différence. À quoi Je viens de me donner la précision et je viens de comprendre votre question, donc excusez-moi, mais je n'avais pas bien compris. Donc effectivement, la différence s'explique par l'actualisation et le taux de tolérance du marché de maîtrise d'œuvre. Alors, le taux de tolérance, j'aimerais bien avoir quelques explications. Je suis allé voir sur Internet ce que ça voulait dire. Généralement, le taux de tolérance, enfin, d'après ce que j'ai pu lire, était équivalent à 5%, mais là, c'est plus que 5%. Excusez-moi. L'actualisation est de 3% sur 2 ans. Plus le taux de tolérance. Je répète. Ouais. Je crois qu'on aurait eu besoin quand même d'une petite commission des finances sur cette question-là. Mais bon, elle n'a pas eu lieu, c'est pas très grave. Mais là, j'avoue que je ne m'y retrouve pas. Alors, donc les explications, effectivement, viennent de vous être données, mais pour autant, en commission, à la prochaine commission, oui, il sera possible. S'il y a besoin d'y revenir, effectivement, en commission prévue au mois de juin, on pourra refaire le détail de la même manière qu'on a pu vous donner d'autres explications où effectivement, ce n'était pas clair pour vous. Oui, mais en fait, c'est quand même dommage. On nous demande de voter sur un je dirais, un prévisionnel définitif. L'enveloppe globale n'a pas été modifiée, Monsieur Minguet. Pardon ? Je dis l'enveloppe globale n'a pas été modifiée. Non, d'accord, mais enfin... Donc c'est la répartition, effectivement, par rapport à une actualisation, comme on vient de vous l'expliquer. Oui, d'accord, mais on ne vote pas que sur une enveloppe globale. On aime bien comprendre les éléments qui aboutissent à cette enveloppe globale, d'autant plus qu'il y a des modifications qui semblent apporter, donc... Tout à fait, mais les explications viennent de vous être données. Alors, s'il faut des compléments d'information, ça, il n'y a aucun problème, on vous les donnera. Mais globalement, vous avez dû voir aussi qu'avec une subvention à 80% sur une somme plus petite que 50% sur les 4 228 000 précédemment, nous aurons effectivement une subvention plus importante. C'est aussi ça l'intérêt de cette délibération, qui ne vous a pas évidemment échappé. Y a-t-il d'autres interventions ? J'ai d'autres interventions. Donc, sur la gestion des eaux, j'ai lu dans un des comptes rendus du bureau municipal que la question de l'eau et des bassins de rétention posait problème et avait retardé l'obtention du permis de construire. Est-ce que cette question-là est réglée ou est-ce qu'elle est toujours prégnante ? Elle est effectivement parfaitement réglée. C'était un problème de niveau et il a suffi que les techniciens effectivement travaillent et aujourd'hui la solution technique est envisagée. C'est ce qui explique les
les pompes de relevage qui ont été additionnées au coût des travaux? Oh, je pense pas. Non, Non. parce qu'il n'y aura pas de pompe de Non, relevage. j'ai rien dans ce dit. cadre-là. Pompe de relevage indiquée dans le détail des travaux, c'est juste une pompe de relevage interne entre une cuve de rétention d'eau et l'alimentation en toiture. Mais c'est pas le problème qui avait été évoqué de gestion des eaux, et ça représente 200 €, je crois, la pompe de relevage que vous évoquez dans le total. D'accord, merci. Sur le montant des subventions, moi, j'en étais resté à une estimation de 2,4 millions € qui avait été donnée, je crois, pour le budget 2019 ou 2020. Écoutez, je ne me rappelle plus. L'assiette est aujourd'hui l'assiette subventionnable est aujourd'hui de 2,8 millions. Tant mieux, hein. Si elle a augmenté, c'est tant mieux. Est-ce que vous confirmez ces chiffres? Pourquoi cette différence? Est-ce que c'est parce que la nature des travaux permet une augmentation de l'assiette subventionnable ou pas? Non, j'aimerais comprendre simplement. Donc en fait, par rapport à ce qu'on avait vu en délibération du mois de mai 2019, la DRAC effectivement nous a suggéré au niveau de la demande de subvention de modifier l'assiette, parce que sur ce montant d'assiette annoncé, on pouvait avoir 80% de subvention et non pas 50%. D'accord. Donc c'est bien pour ça qu'on passe cette délibération ce soir, parce que c'est effectivement aussi la DRAC qui nous a demandé de revoir par rapport à ce global. D'accord. Sachant que pareil, il y aura d'autres demandes de subventions qu'on avait initialement identifiées à hauteur de 50%. Et d'après ce que nous prévoit la DRAC, on pourra peut-être demander 65 sur certaines et d'autres 60. Voilà, donc si vous voulez, les premières demandes ou identifications de demandes de subventions ont été estimatives. Dans la mesure où maintenant on a pu avoir l'APD définitif, la DRAC a pu nous confirmer qu'on pourrait avoir des subventions à hauteur de 80. Voilà. Merci des explications. Tout Sauf bénéfice pour pour nous. Voilà. Mais la première, vous les avez eues, les explications. J'entends que vous ayez encore besoin d'approfondissement, mais qui vous seront donnés en commission. Y a-t-il d'autres interventions? S'il n'y en a pas, je soumets là aussi à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir. C'est dommage, c'est un beau projet. Donc adopté, et je vous remercie. Rapport numéro 5 concerne l'opération Cœur de Ville. C'est le projet de la SCCV Quintette au 12-14 avenue de Bourgogne, donc l'ancien emplacement Atlas. Et c'est la cession d'une emprise prise sur le domaine privé de la commune. Et c'est notre collègue Philippe Schmitt qui nous le présente. Merci Rémi. Alors, je ne vais pas lire la délibération parce que vous l'avez tous lu et ça n'apporterait pas grand-chose. Moi, je vous propose, je vais enlever mon masque parce que c'est plus... Je vous propose de regarder l'annexe 3, si vous l'avez tous. Parce que ces deux schémas que l'on voit sont bien explicatifs. On voit sur le premier, celui qui est tout en haut, on voit bien donc les trois bâtiments qui vont se construire, donc avec en partie basse celui qui est en forme de L, celui qu'on peut voir quand on est à Carrefour, hein, par exemple, et puis les deux autres bâtiments qui vont se construire, donc qui sont notés 183 et 184 sur le schéma, et on voit aussi la partie 182 soulignée en jaune sur notre schéma. Donc on a une belle vue d'ensemble de la parcelle. Si on descend un peu plus bas, on voit l'objet de la délibération, qui est de récupérer, puisque on voit qu'on a un chemin d'accès, et que, afin de faciliter la circulation des véhicules de la ville pour aller entretenir le parc, hein, puisque la parcelle 182 sera restituée donc à la ville pour en faire un parc public, afin d'avoir plus de facilité de manœuvre, on demande à récupérer donc la partie bleue sur le schéma ici, et en échange on vend à l'euro symbolique la partie jaune que l'on trouve un peu plus haut. On s'aperçoit qu'entre le chemin d'accès et les parties jaunes, il y a un muret
de soutènement, donc la terre qui va être en appui dessus. Et donc, ça va nous faciliter à la fois le cheminement des véhicules, mais aussi ça nous évite un entretien au-delà du mur de soutènement. Donc voilà l'objet de la délibération, c'est de récupérer cette petite partie bleue qui fait 9 mètres carrés, je crois, et de vendre à l'euro symbolique la partie jaune que l'on voit un peu plus haut. Si vous avez des questions. Monsieur Maguet. Oui, dommage que tu n'aies pas lu l'introduction de la notice, parce que j'ai adoré une phrase. Le Paris architectural propose des bâtiments implantés en couronne afin de libérer des espaces verts et des jardins privatifs ouverts sur le cœur d'îlots et une transition douce depuis les espaces publics, avenue de Bourgogne et Cours-Sully, vers l'usage privé. Alors, je sais que le langage des urbanistes a le don d'édulcorer, voire de gommer la réalité, mais quand même, au lieu que l'immeuble intergénérationnel fasse coin avec les 2 rues passantes, il aurait peut-être mieux valu les disposer autrement, de manière à avoir un peu plus d'espace, ce coup-là, que d'en construire 2 nouveaux juste à côté, où finalement il ne reste plus guère qu'un peu moins de 2000 m² pour cet espace de verdure, et encore pas totalement de verdure. Voilà, donc 150 logements sur 8000 m², c'est trop, c'est beaucoup trop. Là, le Paris architectural dont il est question dans la notice n'a évidemment aucun sens. De même qu'il a de moins en moins de sens quand on regarde aujourd'hui les grues qui commencent à monter les immeubles du côté de l'îlot A, je crois, enfin entre le terminus du tram et puis le rond-point, où les urbanistes appelaient ça la chambre paysagère. Non, on pas va là. voir, C'était pas là. les Quétinois vont voir ce que c'est que la chambre paysagère une fois que tous les bâtiments auraient été conclus. Enfin, ceci pour dire que c'est la conception globale de cet espace qui ne va pas et qu'on ne partage évidemment pas. Les mini-aménagements dont il est question dans cette délibération n'en sont que la conséquence. Nous nous abstiendrons sur cette délibération. Alors, bon, je pense que chaque fois qu'on va toucher au cœur de ville, vous aurez toujours la même position. Il ne faut pas mettre de béton, il ne faut pas construire. Si on avait fait que le bâtiment que tu dis, celui du bas, et qu'on le mette ailleurs, comme tu veux, et qu'on ne construise pas les 2 autres bâtiments, économiquement, ça ne tenait pas. On n'aurait pas pu, enfin les HLM n'auraient pas pu acquérir l'ensemble du terrain au prix où il est. Il fallait donc construire d'autres logements pour que l'opération se fasse à un prix pour les HLM, soit faisable. Voilà, et je pense que chaque fois qu'on va aborder tout ce qui est logement sur la ville, on ne sera pas d'accord. Donc, je te laisse dire ce que tu dis, mais moi je pense que ce bâtiment-là, il est intergénérationnel, tu l'as souligné, et c'est une première sur la ville. On va pouvoir, avec les aménagements qui seront faits à l'intérieur, avoir quelque chose d'un peu vivant, et non pas une barre où on habite dedans. J'ai suffisamment habité avenue du Cromoy, tu sais très bien où j'habitais, pour savoir ce que c'est que des cages escaliers où on ne rencontre que ses voisins dans l'ascenseur. Philippe, je rappelle aussi qu'à la place de cet espace, c'était le magasin Atlas, qu'il a fallu désamianter à hauteur de 500 000 euros, par exemple, et que ce magasin Atlas, c'était une superficie. Alors, un magasin, il faut évidemment des parkings. Franchement, c'est pas vraiment le modèle de réalité d'emplacement vert. Pour autant, je veux croire que les habitants de Quetigny, qui nous ont fait confiance à 57,6%, je vous le répète encore ce soir, ne s'y sont pas trompés, parce qu'ils nous ont fait confiance avec ce programme et cette construction
le projet de centralité était dans notre programme. Donc, permettez-moi, effectivement, j'entends votre désaccord, il est permanent et constant, donc d'entact, mais pour autant, effectivement, il y a des grues, il y a des travaux qui commencent pour certains, qui vont se terminer pour d'autres, et ça va nous permettre d'accueillir 8, nous construisons aujourd'hui 8 foyers, en tout cas 8 logements pour des personnes à mobilité réduite. Aujourd'hui, ça n'existe pas. À proximité du tram, des commerces, c'est aussi l'inclusion, c'est ce qu'on appelle l'inclusion. C'est aussi les gens qui habitent rue Ronde, rue des Huches, Cours-Sully, qui sont aujourd'hui au 3e étage, au 4e étage, voire même quelquefois au 1er, c'est aussi un problème, et vont pouvoir intégrer cette résidence gérée par CDC Habitat et leur permettre ainsi de continuer de vivre à Quetigny. C'est une résidence intergénérationnelle, ce qui va permettre justement ce fameux vivre ensemble que nous cherchons tous. Alors oui, bien sûr, il faut des espaces verts, des espaces de construction. Et aujourd'hui, ne vous en déplaise, ce projet a reçu l'assentiment des Quetignois. Et nous continuons et nous allons poursuivre, je suis désolé, c'est pas terminé. Et peut-être même que vous verrez à Quetigny d'autres grues ailleurs sur des projets plus privés, peut-être, qui sait. Quetigny est sollicité, l'attrait du tram est important. Aujourd'hui, on peut vivre à Quetigny sans voiture, et c'est aussi ça l'intérêt. Eh bien, ce parti-là, nous l'avons vu. Je regrette que vous ne changiez pas, que vous vous absteniez même sur l'équipement culturel, qui pour le coup, là aussi, est un vrai lieu d'animation, de croisement. Et oui, c'est le projet de centralité. Voilà. D'autres interventions? Monsieur Maguet. Oui, vous aurez remarqué que ce n'est pas l'immeuble intergénérationnel que nous... Ah oui, mais c'est... Non, vous ne pouvez pas jouer là-dessus. Le projet, il est global. Non, c'est pas... c'est pas... On a toujours partagé cette idée de l'immeuble intergénérationnel. Toujours. Non. C'est les autres bâtiments, c'est la concentration que nous critiquons. Il y en a trop. Oui. C'est ça que nous disons. Vous nous répondez sur l'immeuble intergénérationnel. On n'a pas de divergence là-dessus, sauf sur l'emplacement et sur l'aménagement de cet espace global. Nous sommes en désaccord là-dessus. C'est pas, je dirais, dramatique, mais nous avons vraiment un autre point de vue que le vôtre. Alors, c'est trop facile, mais je vais laisser ma collègue Catherine prendre la parole. Et si je peux me permettre, alors quand vous dites donc c'est pas l'intergénérationnel, ok, pas le bailleur social, mais les autres immeubles, inutile de vous dire que dans les quartiers, et entre autres dans les quartiers dans lesquels vous êtes également, il y a des gens, des personnes âgées qui ont des maisons, qui étaient 5 avant, qui sont plus que 1 ou 2. Et si on ne va pas les mettre dans le logement social, il faut bien trouver à les reloger, ces gens-là, pour qu'ils libèrent leur maison, que des familles viennent. Et si des familles viennent, c'est à nouveau de la population en plus, des écoles, des classes qui ne ferment pas. C'est tout ce projet-là qu'il faut avoir. Les personnes âgées qui sont dans les maisons vont pas aller chez le bailleur social, ils vont vendre leur maison, mettre leur maison en location et acheter dans les immeubles que vous critiquez là. Malheureusement, mais il faut bien une possibilité pour ces gens-là de se reloger s'ils veulent lâcher leur maison et pas rester dans une maison, dans un pavillon 5 à 6 pièces alors qu'ils sont tout seuls. Et pouvoir rester à Quetigny, bien entendu. Donc c'est le parcours résidentiel, le parcours de vie. C'est important aussi, il y en a plein qui le demandent. J'ai une question à vous poser parce que là vous dites que les personnes âgées, a priori, ont l'intention de quitter leur maison, de les vendre et puis d'habiter ces nouveaux logements. Oui. La commune a fait un sondage quelques années auparavant pour savoir... on avait fait un sondage, bien évidemment, bien sûr, au niveau du CCAS et tout, on avait fait un sondage pour ces personnes. Quand on a fait l'ABS de 2012, où ça annonçait sur 8 ans ce que les gens voulaient faire, et bien sûr, moi j'ai plein de personnes âgées qui viennent me voir parce que elles ont besoin d'un logement plus petit, parce qu'ils sont tout seuls dans une grande maison et que c'est très compliqué, et ont besoin de quelque chose. On leur propose quoi? Oui, mais la maison du Cromois? Là c'est pas plein de personnes âgées. Un sondage a été réalisé donc dans le cadre de l'ABS. Pas celui de cette année, l'ABS 2012, je vous ai dit, le 2012, précédent. Pour faire ressortir il y a une entreprise ces besoins-là. Tout à fait. Et vous savez, le meilleur sondage, aujourd'hui vous voyez des grues, si vous voyez des grues, c'est parce que déjà une partie des logements sont vendus. Et c'est le meilleur sondage. Et parce que effectivement, il y a un intérêt pour ces logements.
C'est pas vraiment un sondage, monsieur le maire. Là, ça veut juste dire qu'une partie des logements ont été vendus et qu'il y a peut-être une offre par rapport à ces logements. Mais ça ne veut pas dire que les habitants de Quetigny sont en train de vendre leur maison pour aller habiter en appartement. Ah non, mais c'est une réalité. C'est la vie. Alors, vous connaissez peut-être pas assez Quetigny, mais la vie, elle est ainsi faite, et c'est ce renouvellement-là que nous voyons continuellement. Vous prenez le quartier de la Fontaine-au-Jardin, et à une époque, Fontaine-au-Jardin qui date des années 70-75, on ne réparait plus les jeux pour enfants parce qu'il n'y avait plus d'enfants. Et des logements, des maisons ont été vendus, on a revu de nouveau et nous avons été de nouveau sollicités pour installer des jeux pour les enfants. Voilà, c'est aussi cette réalité-là. Et je puis vous dire que parmi les premiers logements qui ont été vendus par les différents promoteurs, c'était effectivement des personnes plutôt vieillissantes. Donc ça, indépendamment du bâtiment intergénérationnel. On va retrouver aussi des personnes. Oui, donc là, c'est plutôt dans le cœur de ville, en fait. Pardon ? C'est plutôt dans le cœur de ville. Ah oui, vous parliez pas de l'intergénérationnel. Non, je parlais d'un point de vue général, en fait. Non, mais aussi bien cœur de ville que... Non, c'est deux choses complètement différentes. L'intergénérationnel, ça va être pour des gens qui sont dans l'ancien parc, des personnes âgées, comme disait monsieur le maire, qui sont au 4e ou au 3e étage sans ascenseur parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ascenseurs, qui vont venir dans cette résidence intergénérationnelle. Et puis, dans le cœur de ville, de l'autre côté, il y aura tous ces gens qui ont une maison à vendre et qui vont acheter un appartement. C'est pas du tout les mêmes personnes. Hein. Quelqu'un qui a une maison à vendre ne va pas aller subitement chez le bailleur social pour louer un appartement. Ça paraîtrait un peu... Et d'ailleurs, c'est pas fait pour lui. C'est pas fait pour. C'est pas fait pour. Hein. C'est plutôt curieux comme démarche, mais bon. Vu le prix des appartements, ça me paraît curieux en fait de vendre une maison à Fontaine-Village, même pour se retrouver sur une habitation beaucoup plus petite, en appartement. Enfin, généralement, c'est pas la logique. Mais vous n'allez peut-être pas assez à l'encontre des aînés, je sais pas. Par contre, une personne, je vous donner un exemple, une personne qui a 88 ans, qui se retrouve dans une maison. Avec des escaliers ou pas, avec un jardin, avec une haie, avec tout ça, je peux vous dire que cette personne-là attend avec impatience de pouvoir avoir un appartement. Alors ça peut être un T3, j'ai pas dit que c'était un T1 ou T2, avec un T3, avec des commodités qui sont différentes et pouvoir vendre sa maison. Je peux vous assurer que c'est comme ça qu'il parle. Là. Oui, c'est plutôt surprenant parce que généralement, près des années, généralement passé les 85 ans, on a beaucoup de mal à s'adapter à un environnement qui est différent et auquel on n'a pas l'habitude. Vous ne devez pas assez connaître et vous ne devez pas assez les côtoyer parce que c'est loin d'être... Je vous assure qu'en matière de perte d'autonomie, je suis servie là-dessus, de par mon métier. C'est pour ça que je vous dis ça, en fait. Ça me surprend. Après, peut-être que les tendances ont changé. Je trouve ça plutôt surprenant, mais bon. On verra bien. On verra bien une fois que les bâtiments seront construits. Les habitants de Fontaine-Village habiteront peut-être ces bâtiments-là dans les prochaines années. Écoutez, pas que. Hein. Pas que. Les habitants de Quetigny, il n'y a pas que Fontaine-Village. Hein. Et puis nos enfants, ne serait-ce que nos enfants, puissent rester à Quetigny plutôt que d'aller... Alors, j'ai rien contre Dijon, Saint-Apollinaire, Chevigny qui construit beaucoup. Mais pourquoi nos enfants n'auraient pas le même droit que nous avons eu de rester, d'habiter à Quetigny, là où il y a le tram, là où éventuellement ils n'ont pas besoin de voiture. Voilà. Et puis un jour peut-être, vous nous direz comment vous financez la possibilité de construire du logement social. Parce que l'utopie, c'est pas de dire oui, nous on fera le logement social, la résidence intergénérationnelle, et le reste on n'en veut pas. On fera de la pelouse, du jardin partagé, il y a aucun problème. Mais le financement, un jour peut-être, et c'est peut-être ça aussi que les Quetignois ont sanctionné, c'est la réalité. Et la réalité, c'est d'équilibrer les opérations. Parce qu'il y a un coût. Vous savez que la métropole peut financer effectivement les opérations, subventionner les opérations d'habitat collectif, mais pour autant, compte tenu des coûts, je vous ai rappelé que le magasin Atlas, il y a eu des coûts de désamiantage extraordinairement élevés. Eh bien, ça aussi, il faut le répercuter.
Voilà, c'est la réalité. Et nous sommes dans la réalité des habitants de Quetigny qui souhaitent rester à Quetigny, de nos enfants qui veulent aussi habiter à Quetigny. Et c'est ça le vivre ensemble, c'est tous les quartiers. Alors effectivement, la densité, ne vous trompez pas, elle, de toute façon, aujourd'hui, elle est nécessaire. Nous avons rendu, vous l'avons répété souvent, 60 hectares parce que nous aurions pu effectivement construire route de Couternan là où les 60 hectares étaient imaginés. Nous les avons rendus sanctuarisés à l'agriculture et en plus nous y installons des cultures maraîchères et autres. Et ben voilà, c'est aussi notre participation en tout cas à l'environnement. Et nous allons effectivement continuer. Les grues, vous allez les voir encore pendant quelques mois, effectivement. Et vous verrez après les habitants heureux d'habiter à Quetigny, heureux d'aller au 3e lieu, heureux d'aller place centrale où il y aura des commerces, où il y aura des professionnels de santé. Voilà, c'est vrai. Et aujourd'hui, la place, vous le voyez, elle a plus d'espace vert qu'avant les travaux. Plus d'espace vert qu'avant les travaux. Ça aussi, ça doit effectivement vous interpeller. C'est pourtant la réalité. Laissez pousser les arbres, vous allez voir, il y a de l'animation, on peut y créer des animations culturelles, musicales, et c'est ça, un lieu de vie. La place centrale, aujourd'hui, va prendre toute sa place et toute cette réalité pour que les Quetignois vivent le mieux possible à Quetigny. Y a-t-il d'autres interventions? S'il n'y en a pas, je soumets à votre approbation. Donc, sur ce rapport, c'est le rapport 5, voilà, que nous a présenté notre collègue Philippe Schmitt. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 2 abstentions, donc adopté. Je vous remercie. Rapport numéro 6, il concerne l'actualisation du régime indemnitaire des agents de la filière police municipale. Vous avez pu le voir, vous l'avez lu, le RIFSEP a été mis en œuvre au sein de la collectivité par 2 délibérations du conseil municipal. Il vous est rappelé que c'était en juin 2019 et juin 2020. Les textes en vigueur n'ont pas prévu l'intégration dans le RIFSEP des agents de la filière police municipale, lesquels continuent donc à percevoir un régime indemnitaire propre à leurs fonctions qui repose sur les délibérations du conseil municipal des 22 juin 1999, 19 décembre 2003 et 1er février 2005. Le texte qui suit est évidemment le plus important puisqu'il vous dit que ces délibérations concernant pour la plupart plusieurs filières et cadres d'emploi ou catégories ont maintenant été intégrées dans le RIFSEP. Il est opportun, dans un souci de lisibilité, d'abroger les délibérations antérieures et d'instituer dans une délibération unique le régime indemnitaire applicable aux agents appartenant à la filière police municipale. Vous avez le détail du régime indemnitaire du cadre d'emploi des agents de police municipale de catégorie C, le régime indemnitaire du cadre d'emploi des chefs de service de police municipale pour la catégorie B. Vous avez pu lire les dispositions communes à ces 2 régimes indemnitaires. Et pour terminer, donc il vous est demandé d'abroger les délibérations des 22 juin 1999, 19 décembre 2003 et 1er février 2005 pour ce qu'elles concernent les dispositions propres à la filière police municipale. Voilà sur ce rapport. Évidemment, les policiers municipaux font un travail remarquable. Ils sont aujourd'hui 5 policiers municipaux, un ASVP que nous avons recruté il n'y a pas très longtemps. Il y a une secrétaire également et chacune et chacun produisent un travail formidable. Donc il est normal, mais les textes sont là pour dire qu'ils ont un régime indemnitaire, et c'est dans ce cadre-là, dans le cadre du RIFSEP, qu'il leur est permis. Voilà, avez-vous des questions, des remarques? Il n'y en a pas, je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Rapport numéro 7, qui concerne la modification du règlement intérieur de l'école municipale de musique, de danse et des arts de Quetigny, et c'est Sandrine Mutin qui nous le présente. La crise sanitaire due à la Covid-19 dure depuis plus d'1 an. Celle-ci a eu des impacts importants sur le fonctionnement de l'école de musique, de danse et des arts de Quetigny.
notamment sur le volet facturation. Cette situation nous a conduit à modifier le type de règlement. Maintenant, les abonnés pourront payer de 2 façons différentes. Priorité à 8 mensualités. Comme ça, si jamais il doit y avoir un remboursement, on pourra stopper en cours d'année s'il y avait de nouveaux confinements de l'école. Les abonnés pourront demander à payer en une fois. Il faudra faire une demande écrite. Et dans ce cas-là, lors de fermeture de l'établissement, le remboursement ne se fera qu'une seule fois en fin d'année. On précisera aussi dans le règlement intérieur que les personnes pourront être remboursées si elles ne disposent pas d'outils informatiques ou de connexion Internet. Un autre article vient compléter ce règlement intérieur, c'est l'article 6.4 qui dit « Il est interdit de fumer et de consommer de l'alcool dans les locaux de l'école municipale de musique, de danse et des arts, sauf en cas d'événement festif préalablement soumis à l'accord de la direction de l'établissement. » Cet article nous a semblé important puisqu'il s'agit d'une école d'enseignement, donc on ne doit pas y fumer ni y consommer de l'alcool comme dans toutes les autres écoles. Il est proposé au conseil municipal d'adopter les modifications susvisées du règlement intérieur de l'école municipale de musique, de danse et des arts. Merci. Voilà, l'école de musique si importante. Avez-vous des questions, des remarques? Oui, Madame Sassilotti. C'est une très bonne chose, cette modification du règlement intérieur. Par contre, j'ai juste une remarque concernant l'article 6.4, dans sa rédaction, qui est plutôt, on va dire, je vais pas vous dire bizarre, mais a priori, même en cas d'événement festif, il est interdit de fumer dans les lieux publics. Je crois que c'est dans sa rédaction, il serait préférable de mettre cette phrase en deux, enfin, de scinder cette phrase en deux et d'en faire 2 phrases. Il est interdit de fumer et de consommer de l'alcool dans les locaux de l'école municipale de musique, de danse et des arts. Point. Et il est sauf cas d'événement festif préalable soumis à l'accord de la direction, il sera possible de consommer de l'alcool. À moins que vous autorisiez de fumer dans les locaux. C'est juste dans sa rédaction, en fait, où c'est bizarre, c'est bizarrement mis. Votre remarque est juste. C'est juste une question de rédaction, là, sur... Ok, d'autres interventions? Nous le prenons en compte, Madame Sassilotti. Je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Rapport numéro 8, c'est une convention entre la ville de Quetigny et l'association CSF Ludothèque au titre du dispositif lieu d'accueil enfants-parents, le LAEP, pour l'année 2021. Oui, cette convention concerne donc la ville et l'association CSF Ludothèque. Il vous est proposé donc de reconduire exceptionnellement pour 2021 cette convention, puisqu'elle fait l'objet d'un conventionnement aussi avec la Caisse d'allocation familiale dans le cadre du contrat enfance-jeunesse qui arrive à terme le 31 décembre de cette année. Et nous repartons dans le cadre d'une convention territoriale globale en 2022 avec la CAF. Donc forcément, les financements ou pas de la CAF seront différents et seront directement orientés et remis aux associations concernées. Il vous est proposé donc au titre de l'année 2019, 2020, 2021 de verser en fait en cumulant un total de 27 043,53 euros, 27 043 euros 53 centimes à l'association Ludothèque CSF dans le cadre du dispositif lieu d'accueil à enfants parents pour se remettre. En fait, il y a eu une période où il a fallu attendre que la CAF verse la totalité des sommes et donc en fait c'est simplement se mettre à jour et verser les sommes dues et venant de la Caisse d'allocation familiale de Côte d'Or. Voilà, accompagnement des parents et des enfants, bien sûr, la famille. Avez-vous des remarques, des questions? Oui, Madame Sassilotti. J'ai juste une question concernant ce dispositif. On aura peut-être l'occasion d'en discuter en commission. C'était juste pour savoir en fait comment fonctionnait. On n'en parle pas, enfin on n'a pas parlé depuis le début de l'année, enfin depuis le début du mandat. Comment fonctionnait ce dispositif et combien de personnes étaient engagées dans ce dispositif-là? Si c'était essentiellement des bénévoles ou si c'était des personnes qui...
Alors, ce sont essentiellement des bénévoles qui s'occupent de l'accueil et qui ont été formés dans le cadre du LAEP par un réseau via la CAF, en sachant que le bilan vient de nous être parvenu et effectivement, nous aurons l'occasion d'en discuter lors de la prochaine commission Action éducative. Ok. Et puis peut-être juste un complément, hein, des professionnels effectivement interviennent pour aider à la formation des bénévoles. Oui, et une dernière question, bon, on aura le temps d'en discuter la prochaine commission, mais beaucoup de personnes passent par ce dispositif ou pas? Vous avez des chiffres Alors, la difficulté pour l'année 2020, on la connaît tous. Oui. Donc, en fait, je rappelle que nous nous sommes engagés, la ville a porté ce dispositif aux côtés de la CSF et auprès de la CAF fin 2019. Ce dispositif s'est mis en place en septembre 2019. Donc, vous voyez bien le temps de la formation et de l'accompagnement des bénévoles et des professionnels. On est arrivé mars 2020 dans les conditions que nous connaissons tous. Donc, on ne peut pas dire que le LAEP ait pris sa vitesse de croisière. En tout cas, il y a une attente. Il est complémentaire et c'est pour ça que nous avons fait le choix de nous engager aussi, parce que la ville accompagne financièrement aussi ce dispositif. Il est complémentaire du programme de réussite éducative. C'est un ensemble et c'est dans le cadre d'un parcours éducatif et le LAEP en fait partie. Merci pour ces informations, ces explications. D'autres interventions? Il n'y en a pas. Je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir. Donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport numéro 9, c'est une convention entre la ville de Quetigny, la communauté de communes de la Plaine dijonnaise au titre du financement du réseau d'aide aux élèves en difficulté à Quetigny, que nous connaissons sous l'acronyme RAZED. Et c'est toujours notre collègue Moulay-Gélal qui nous le présente. Oui, la communauté de communes de la Plaine dijonnaise souhaite conventionner avec la ville de Quetigny afin de respecter et de se mettre en accord avec le Code de l'éducation. Je ne vous rappelle pas les articles de loi, vous les avez sous les yeux. Simplement, le Code de l'éducation dit que les communes qui accueillent des enfants venant d'autres communes peuvent prétendre à un financement. Nous n'avons jamais sollicité des financements dans le cadre du RAZED, mais le maire d'Izier en particulier a souhaité conventionner avec la ville pour participer au financement du RAZED, puisque des enfants de sa commune sont accueillis à Quetigny dans le cadre de ce dispositif. Donc voilà, vous avez la somme en annexe, ça correspond à 3,10 € par élève et par an de participation financière. Et on remercie notre collègue élu Patrice Espinoza. Monsieur Maguet. Combien de personnes sont concernées sur la plaine là, par rapport à Quetigny? Et une autre question sur Quetigny, combien d'enfants sont dans le dispositif RAZED? Vous pouvez me dire ça? Les chiffres, je les ai pas comme ça. Par contre, parce qu'en fait, il y a des interventions ponctuelles du RAZED, je pourrais les donner et les transmettre aux membres de la commission lors de la prochaine réunion, bien évidemment. D'accord. Parce que c'est fluctuant. Les accueils des enfants en RAZED, les accompagnements sont fluctuants d'une semaine à l'autre aussi. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir. Donc adopté à l'unanimité. Et là aussi, je vous remercie. Vous avez, après les informations du maire, avec les différentes décisions donc prises en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, tant sur les marchés à procédure adaptée, les demandes de subventions. Vous avez également les renouvellements d'adhésion aux associations dont la commune est membre. Vous avez aussi la liste des jurés d'assises pour l'année 2022, donc qui ont été tirés au sort. Ces personnes ne seront pas encore jurées d'assises puisqu'il y a un deuxième tirage, et en rappelant peut-être que les personnes de 70 ans et plus peuvent demander à être exonérées du devoir de jurer. Voilà. Et puis, c'est tout pour les informations. Peut-être vous rappeler que samedi, il y a un nettoyage citoyen que nous organisons. Vous pouvez vous inscrire sur je veux aider.gouv.fr.
La saison culturelle reprend. Nous sommes encore dans la pandémie. Pour autant, la ville propose une pièce de théâtre que vous connaissez peut-être, Utopie des arbres, jouée par notre ami Alexis-Louis Lucas. Je vous rappelle également le conseil municipal du 29 juin prochain. Et j'en ai terminé pour les informations. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à très bientôt.